Madame, Monsieur, bonsoir. Des centaines de milliers de personnes participent depuis hier aux cérémonies pour fêter les 50 ans de la libération de Paris. Ils étaient 300 000 à la Concorde pour danser hier soir. Plusieurs dizaines de milliers pour le spectacle sur les Champs-Élysées il y a à peine 2 heures. Également dans l'actualité de ce vendredi, une enquête de l'INSEE. Les Français n'ont jamais autant épargné que l'année dernière. Les ambitions du Parti socialiste pour Jacques Delors en vue de la prochaine élection présidentielle. Mais Jacques Delors réserve toujours sa réponse. Et puis une page week-end avec la préparation des vendanges, le festival de la Chaise-Dieu et les essais du Grand Prix de Formule 1 en Belgique à Spa-Francorchamps. Un Grand Prix qui se courra dimanche. Une véritable mer, s'était exclamé le général de Gaulle lorsque le 26 août 1944, il descendit triomphalement les Champs-Élysées. Une mer reconstituée en fin d'après-midi pour l'une des dernières grandes cérémonies du cinquantenaire de la libération de la capitale. Caroline Laudrin. Ce déboulé sur les Champs-Élysées n'avait rien d'une commémoration solennelle. 7000 jeunes ont descendu en quelques minutes le kilomètre 200 de bitume, recréant à leur tour l'impression de houle vivante que décrivait le général de Gaulle. Ils sont venus de la France entière pour descendre à leur tour cette avenue des Champs-Élysées. Ils commémorent l'histoire à leur manière. Puis des échassis ont remonté l'avenue, laissant découvrir à leur passage des messages de liberté. Et comme symbole de la vie et symbole de l'espoir, 1000 colombes ont été lâchées. Et peut-être parce qu'ils trouvaient que la fête n'avait pas assez duré, certains, avant de partir, en ont profité pour serrer la main des personnalités présentes. Un événement supplémentaire, inattendu, qui fera partie de leur histoire. Voilà, plus de 8000 figurants donc, mais aussi tous les autres qui étaient venus pour voir ou également pour se souvenir. Marie-Pierre Samitier et Philippe Jasselin. Moins nombreux qu'il y a 50 ans, moins nombreux, mais au moins aussi émus. Tous ceux qui étaient là avaient une histoire, un souvenir à raconter. Il y a 50 ans, j'étais en captivité. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir la liesse qu'il peut avoir, le plaisir d'assister à une grande manifestation que je n'ai pas eu le plaisir de voir il y a 50 ans. Je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette date et qui sont ici aujourd'hui. Monsieur, mon mari, pareil. J'avais 20 ans. Vous, monsieur, vous avez 20 ans? J'avais 20 ans. Et il y a 50 ans, j'ai vu notre général descendre. Oui. Alors c'était facile à reconnaître. Oh oui, oh oui. Étant Puis donné on qu'il l'applaudissait, était croyez-moi. On respirait après 4 ans. C'est surtout assez émouvant de voir les anciens combattants défiler, de savoir que si on est ici, si on peut marcher ici librement, c'est quand même grâce à des gens qui ont combattu, qui ont résisté contre l'oppression il y a 50 ans. Car c'est surtout pour voir les anciens combattants qu'ils sont tous venus pour partager ce moment d'émotion et de liberté avec eux. Tous ces gens-là qui défilent, surtout maintenant, là, ça m'émeut un petit peu. Et vous, monsieur, qu'est-ce qui vous a surtout ému? J'ai bien aimé la rencontre des anciens et des jeunes, c'est ce qui m'a le plus plu. Voilà. Et puis j'ai bien aimé voir ces hommes de près, on leur doit beaucoup, ça m'a bien plu. On leur doit beaucoup, c'était écrit dans tous les yeux cet après-midi, sur les Champs-Élysées. Et parmi les très nombreux témoins de ces scènes de liesse à travers la capitale, Gilbert Larriaga. Avant de devenir le réalisateur de télévision que l'on connaît aujourd'hui, Gilbert Larriaga était le 25 août 1944 tout jeune caméraman pour les actualités de l'époque. Il avait 18 ans et dans son objectif ce jour-là sur les Champs-Élysées, le général de Gaulle. Caroline Laudrin et Jérôme Corquiquian. Samedi 26 août, une semaine jour pour jour après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Pour filmer l'événement, tous les grands noms du cinéma sont descendus dans la rue. Parmi eux, un cinéaste débutant, Gilbert Larriaga. Il a tout juste 18 ans et doit filmer pour France Libre Actualité le général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Moi, jeune gamin du cinéma, d'un seul coup, j'ai vu un grand bonhomme avec un képi immense, d'une taille de plus que les autres, faisant de grandes enjambées. Les autres avaient du mal à le suivre, d'ailleurs. Et je me suis dit, ah ben oui, c'est ça, c'est de Gaulle. C'est tout un peuple qui est là, qui a été brimé, qui a été étouffé pendant 4 ans, et qui vient, la radio l'avait dit, tous Champs-Élysées,
Et je vous assure qu'ils ont entendu le rendez-vous et qu'ils sont venus. C'était noir de monde. C'est une fête extraordinaire. Et lorsqu'il se retrouve au milieu des équipes de cinéma américaines, l'émotion du caméraman débutant est à son comble. C'est alors qu'il réalise qu'Hollywood a débarqué dans Paris. Quand je les ai vus, ça m'a fait quelque chose. Alors ils étaient dans une Jeep avec la grosse caméra sonore, et Bell & Howell sonore, et alors le caméraman tournait, et le preneur de son travaillait, et il y avait un troisième luron qui était sûrement le commentateur, sûrement, qui jetait des cigarettes en criant « hip, hip, hip !» et le public français devait répondre « hurrah !» Lorsque le cortège atteint l'obélisque, Gilbert Lariaga est relayé par son camarade René Persin. À la Concorde, puis à Notre-Dame, des tirs vont tenter de troubler la fête et de replonger les Parisiens dans la peur. C'était la tâche de la journée un peu. On se souvient de cette image devant Notre-Dame, à la sortie de Notre-Dame. On voit le général qui tire sur sa cigarette, il fumait à l'époque. Hein. Il tire sur sa cigarette, ça tire de partout. Hein. Et en panoramique, et on voit tous les gens couchés par terre. Et il y a le général qui dit à un de ses collaborateurs, « Alors, qu'est-ce que c'est que ces troublions ?» Gilbert Lariaga venait de passer 8 jours dans les rues de Paris à filmer l'insurrection. Il avait vécu les scènes de liesse, mais il avait également été témoin, malgré lui, des règlements de compte. Tout n'est pas très beau dans la révolution, dans la rue. Hein. J'ai eu des moments, je ne me sentais pas très fier. On est venu me chercher de force, d'ailleurs. Disons que c'est une mauvaise séquence, quoi. Mais il fallait la faire. Pour clore cette journée, le Premier ministre Édouard Balladur a reçu à l'hôtel Matignon, il y a quelques instants, les anciens combattants. Il a, à l'issue de cette rencontre, prononcé un bref discours que je vous propose d'écouter maintenant. Cette concorde nationale indispensable se révèle d'autant plus efficace et d'autant plus active qu'elle se fait autour d'un espoir et d'un optimisme. Si le général de Gaulle a rassemblé autour de lui tous les Français, c'est parce qu'il leur montrait que malgré les épreuves, notre pays était prêt au redressement et au renouveau. Et c'est ainsi qu'il a remis la France sur pied, et 50 ans après, nous lui en sommes reconnaissants, et dans 50 ans encore, d'autres après nous lui en seront reconnaissants et évoqueront sa mémoire et son exemple. Le point culminant de ces cérémonies, et nous terminerons par là, c'était hier soir, 200 000 personnes pour la marche des libérateurs de la Porte d'Orléans à l'hôtel de ville, et plus de 300 000 personnes toute la nuit pour un bal populaire à la Concorde. Retour donc sur une soirée animée avec Christophe Tortora et Gilles Debler. Les chars de la 2e DB entrent dans Paris, que la fête commence. Le ciel bien noir retrouve des couleurs. 300 000 personnes sont place de la Concorde pour un bal populaire très jazz. Dans les rues de Paris, 1200 figurants reconstituent l'arrivée des troupes dans la capitale. J'habite place d'Enfer-Rochereau. Et vous étiez là en 1944 ? Oui. Et c'est pour ça que je viens, parce que je trouve ça très émouvant. Extraordinaire, il y a une ambiance formidable. Tous ces gens qui sont là sont souriants, ils applaudissent, ils sont contents d'être là et nous aussi. La joie dans les rues de Paris le 25 août 1994, 50 ans après. Voilà donc pour ces cérémonies de libération de la capitale. D'autres commémorations auront lieu un peu partout en France tout au long du week-end. L'actualité à l'étranger maintenant. Le flot des réfugiés cubains sur les côtes de Floride s'est ralenti ces dernières heures. Les candidats à l'exil sont toujours aussi nombreux, mais c'est la météo extrêmement mauvaise qui les empêche de quitter Cuba. Laurent Boussier. Il y avait déjà les requins, il y a maintenant le mauvais temps. Ciel couvert, pluie et vent, le détroit de Floride devient de plus en plus hostile pour les balseros cubains. Épuisés, en équilibre sur des radeaux souvent abîmés par la mer, ils sont rejetés sur les côtes de Cuba par des vents qui devraient se renforcer les jours prochains.
Les services météorologiques américains prévoient pour demain samedi une tempête dans la passe de Floride avec vent violent et creux de 5 mètres. Les balseros encore en mer et qui ont de la chance seront recueillis par les gardes-côtes américains. Les autres, combien de radeaux vont chavirer? Combien de réfugiés ne sortiront même pas des eaux cubaines à cause de ce mauvais temps? C'est ça le problème. Combien de gens vont disparaître à cause de cette tempête? Inquiets les gardes-côtes américains, il faut dire que si ce mauvais temps ralentit le flot des réfugiés, ils ne l'arrêtent pas. Pour cela, l'espoir de 3 repas par jour dans un camp est plus fort que la peur d'affronter en mer le mauvais temps. Au Rwanda, les médecins et les employés des organisations humanitaires qui se sont dépensés sans compter depuis 3 mois sont maintenant obligés de prendre des précautions. Il y a eu plusieurs incidents dans les camps avec les réfugiés rwandais ces derniers jours. Reportage sur place d'Isabelle Bechler et Eric Mézy, nos envoyés spéciaux. Rien de plus propice au dérapage que des situations d'urgence comme celle de Bukavu. La promiscuité, la lutte pour la nourriture et le bois de chauffe, ne serait-ce que les outils utilisés au quotidien par les 300 000 Rwandais réfugiés là, appellent les problèmes. De plus, les déplacés sont encore largement encadrés par des miliciens qui ont la rumeur et la propagande facile. Hier, ils intimidaient des religieuses irlandaises. Il y a eu une émeute. Et vous savez, quand vous n'êtes pas du pays, que vous ne connaissez pas la langue, et qu'il y a une émeute, vous avez quelque chose à faire, c'est vous enfuir. Il y a la faim, il y a des morts, il y a des dysenteries bacillaires, donc les problèmes sont là. Alors dès qu'il y a une petite rumeur, on peut faire flamber beaucoup de choses. Au milieu des déplacements forcés de tous ces réfugiés, les humanitaires sont parfois pris en tenaille entre les enjeux de pouvoir, d'argent, de contrôle, zaïrois et rwandais conjugués. Ce que ça prouve, c'est que ça peut aller très très vite. Il faut qu'on en soit conscient. Une toute petite histoire, là c'était une rumeur, l'eau est empoisonnée, les médicaments sont empoisonnés. Ça prend tout de suite des dimensions assez inquiétantes pour toutes les organisations qui travaillent sur le terrain. Pour l'instant, il n'est pas du tout question de se retirer. Il faut savoir que c'est moins tendu qu'à Goma. C'est inquiétant parce que c'est le début d'une tension et on voit que les tensions sont en train de s'accroître, mais ça reste contrôlable et Médecins sans frontières n'a pas été visé en tant que tel. Seules les autorités allemandes ont décidé de rapatrier leurs ressortissants. Les autres organisations restent sur le terrain pour accompagner les douleurs de l'exode d'une majorité d'innocents rwandais, malheureusement souvent encadrés par les miliciens qui avaient commis les massacres, ceux-là même qui intimident et rackettent aujourd'hui. Une victoire pour le président américain. Bill Clinton a fait adopter par le Sénat un projet pour interdire certains types d'armes. C'est un engagement qu'il avait pris pendant sa campagne électorale. Et c'est une véritable performance dans un pays où le lobby des marchands d'armes à feu est extrêmement puissant. Didier Eppelbaum. Au cœur de New York, une horloge bat au rythme du crime, endommagée, sans doute par des partisans du commerce libre des armes à feu. L'Amérique est malade de sa criminalité, sa première préoccupation, avant le chômage, avant le sida. Massacres anonymes, dans les trains de banlieue, pour rien, pour quelques dollars. Commerçants abattus de sang-froid. Touristes et passants, assassinés pour quelques grammes de crack. 93 a été l'année record, 24 500 homicides, presque 70 par jour. Donner des armes à l'Amérique contre la criminalité, c'était l'une des promesses électorales de Clinton. Le Sénat lui vote 160 milliards de francs pour 6 ans, 40% vont à la mobilisation de 100 000 policiers. On va construire des prisons pour appliquer une nouvelle panoplie de lois fédérales. Une 60aine de crimes nouveaux sont passibles de la peine de mort, prison à vie automatique pour le 3e crime violent. Interdiction d'une 20aine de types d'armes semi-automatiques. Le Sénat a su résister aux pressions des fans de l'Association nationale des armes à feu. Enfin, le quart du budget va à la prévention. Les Américains ont constaté une insensibilité alarmante des jeunes à la violence. Le nombre des enfants homicides a doublé en 5 ans. Pour Clinton, ce vote est un grand succès politique. Grâce à 6 sénateurs de l'autre bord, des républicains, il a fait passer la plus importante loi anti-crime depuis au moins 50 ans. Les obsèques des victimes de l'accident d'un ATR 42 le week-end dernier près d'Agadir au Maroc. Une cérémonie œcuménique s'est déroulée aujourd'hui. 44 personnes, vous vous en souvenez, avaient trouvé la mort. Du côté de l'enquête, le syndicat des pilotes marocains conteste la version officielle selon laquelle le commandant de bord aurait volontairement crashé son avion pour mettre fin à ses jours. Les autorités marocaines n'ont toujours pas fait connaître le contenu exact des dernières phrases prononcées par le commandant de bord.
Et puis les parents du Français qui est toujours retenu au Cambodge par les Khmers rouges depuis un mois sont de plus en plus inquiets. L'ultimatum lancé par les ravisseurs et qui normalement expirait aujourd'hui a finalement été prolongé jusqu'à la fin du mois. Gilles Rabid. Voici l'un des rebelles Khmers rouges qui détiennent depuis 32 jours 3 otages occidentaux. Le hasard veut qu'une équipe de Géopolis ait tourné là 6 mois auparavant. Voici la montagne où on les cache, au fond de cette vallée. Un Britannique, un Australien et un Français, Jean-Michel Braquet, 27 ans, qui faisait du tourisme et qui ne savait pas que le train qu'il empruntait entre Phnom Penh et Sihanoukville était attaqué régulièrement et rançonné. À Kampot, ils sont très connus, ces rebelles. Ils viennent souvent dans la ville de Kampot. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne soit pas passé par des associations humanitaires, par exemple, des prêtres qui connaissent plein de monde. Au lieu de passer toujours par la diplomatie officielle, il faut essayer de rentrer un petit peu dans le peuple. Les rebelles de Kampot sont isolés et coupés des grands sanctuaires Khmers rouges depuis près de 10 ans. Alors, ils vivent de braconnage et de vol. Leur chef se comporte en petit seigneur de guerre et rançonne les villageois de la région, avec souvent la complicité des potentats locaux, les représentants du gouvernement. Pour eux, la prise d'otages, c'est un commerce. Les troupes gouvernementales encerclent les rebelles et tentent de récupérer les otages occidentaux par la force, tout en négociant. On ne peut pas négocier et bombarder en même temps, c'est pas possible. On arrête les bombardements, on négocie et puis après on s'explique. Des combats ont éclaté ce matin, des rebelles ont tenté de s'enfuir, sans succès. La politique française maintenant avec la préparation au Parti socialiste d'un congrès très important pour le mois de novembre prochain. Et dans toutes les têtes, une question, quel sera le candidat du PS pour la prochaine présidentielle? Nombreux sont ceux qui poussent Jacques Delors, le président de la Commission européenne, qui, et c'est évidemment une coïncidence, déjeunait aujourd'hui à l'hôtel Matignon avec un autre présidentiable potentiel, Édouard Balladur. Roland Sicard. Quand Édouard Balladur et Jacques Delors se serrent la main, très vite, on n'entend plus qu'une chose, les appareils des photographes. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, le cliché vaudra peut-être son pesant d'or si les deux hommes se retrouvent face à face dans la course à l'Élysée. L'ennui, c'est que Jacques Delors ne dit rien de ses intentions. Autant interroger une boule de cristal que demander au président de la Commission européenne s'il sera candidat à la présidentielle. Ça, c'est la rencontre des futurs candidats présidentiels. Mais il se trouve que... Vous lisez dans les astres, hein? Il se trouve que pendant la... On n'en saura pas plus, mais au Parti socialiste, c'est la question que tout le monde se pose. Et même si le PS prépare son congrès, même si une opposition au premier secrétaire semble se dessiner, même si Lionel Jospin, notamment, émet des critiques, il y a au moins un point sur lequel tout le monde semble d'accord, la candidature de Delors. Jacques Delors, c'est évident, serait, si je regarde les sondages, qui sont censés refléter l'opinion des Français, le candidat le mieux placé. S'il le veut, il me semble qu'il sera le candidat des socialistes ou soutenu par les socialistes. S'il ne le veut pas, pour nous, le problème sera plus difficile. C'est la meilleure candidature possible pour les socialistes, donc il faut que les choses commencent à s'enclencher, même si l'heure de la désignation n'a pas forcément sonné. Bref, l'amicale pression des amis de Jacques Delors se fait chaque jour un peu plus forte, et c'est peut-être là le problème, car Jacques Delors n'aime pas beaucoup les pressions. De toute façon, tant qu'il sera à Bruxelles, c'est-à-dire jusqu'en décembre, le président de la Commission européenne gardera le silence. Avec Jacques Delors, il faut savoir prendre son temps. Par ailleurs, Pierre Mauroy a démenti les accusations lancées par Valéry Giscard d'Estaing contre la politique des socialistes face au terrorisme au début des années 80. L'ancien président de la République qui affirmait hier que les services spéciaux français avaient interrompu leurs efforts pour localiser Carlos après 1981. Une affirmation dépourvue de tout fondement, affirme Pierre Mauroy dans les colonnes du journal Le Monde ce soir. Pierre Mauroy qui était à l'époque Premier ministre. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jamais la France n'avait subi une crise économique aussi forte que l'année dernière. En 1993, les ménages français ont très peu consommé. Conséquence logique, et c'est la conclusion d'une enquête de l'INSEE publiée aujourd'hui, on n'a jamais autant épargné. Laurent Bailly et Denis Pardano. Au fond de chaque Français, un écureuil sommeille. Ainsi, l'an dernier, les ménages ont épargné 576 milliards de francs, plus 52% par rapport à 92. Non pas que les revenus aient brusquement explosé, non, ce serait trop beau. C'est au contraire en prévision de lendemain incertain que l'on accumule ces noisettes. On est obligé de sacrifier sur les loisirs, les voyages et autres amusements, si je puis dire, pour s'assurer un capital qui est une garantie pour les mauvais jours. Et le niveau de revenus ne change pas grand-chose à l'affaire.
L'épargne, c'est d'abord une question de réflexe. Moi, j'ai pas de gros moyens, donc ça me permet de mettre un petit peu d'argent de côté sans que je m'en rende trop compte. Et d'avoir un petit capital comme au bout de 8 ans sans l'avoir vu passer. Économiser, c'est bien, encore faut-il placer là où ça rapporte. En ce moment, les SICAV ont moins la cote, elles ont été supplantées par d'autres produits financiers. Les plans épargne-logement, les comptes épargne-logement, les plans d'épargne populaire qui sont de l'épargne à plus long terme malgré tout, et aussi un boom, si je puis dire, sur l'assurance. Le PEL, plan d'épargne logement, a attiré à lui seul l'an dernier 146 milliards de francs. Les assurances, elles, séduisent les ménages parce que certains des gains qu'elles procurent sont exonérés d'impôts. Tout cela serait le signe d'une bonne santé des finances des Français si la consommation avait augmenté dans les mêmes proportions. Une consommation qui ne redémarre toujours pas. L'écureuil continue de stocker pour l'hiver. Et toujours à propos d'économie et d'épargne, une bataille terrible est engagée entre les géants américains de l'informatique sur le prix des micro-ordinateurs. Une guerre pour le contrôle du marché, mais a priori, le consommateur, lui, devrait s'y retrouver. Sébastien Vibert et Pascal Ponce. Ça fait 6 ans j'en avais un, ça fait 6 ans que j'attends parce que tous les ans ça baisse, tous les mois ça baisse, puis un jour il faut bien se décider. Voilà tout le drame. Monsieur vient enfin d'acheter un bel ordinateur et dans quelques jours à peine, son prix aura déjà baissé. Explication, évidemment la terrible guerre des prix à laquelle se livrent depuis plusieurs années déjà les grands constructeurs américains, Compaq et IBM en tête. C'est toujours la même histoire, l'un baisse spectaculairement ses prix, l'autre est obligé de suivre. Mais a priori, à ce petit jeu, chacun y trouve son compte. Oui, tout à fait. Elle va profiter déjà au constructeur qui va pouvoir vendre plus de produits, au distributeur qui va aussi pouvoir en vendre plus, et au consommateur donc qui va pouvoir, en bénéficiant de cette baisse-là, ou pouvoir s'offrir pour le même prix un ordinateur plus puissant, ou pouvoir acquérir l'ordinateur dont il avait besoin pour un prix inférieur. Aujourd'hui, un micro-ordinateur avec traitement de texte, calcul et jeu coûte au plus bas prix environ 9 000 francs. On passe à 12 000 s'il possède davantage de mémoire et de rapidité. C'est en gros sur cette gamme d'ordinateurs qui plaît au grand public que les baisses annoncées devraient avoir lieu. En ce moment, les directions françaises et européennes des constructeurs américains sont en train d'étudier dans le détail les modalités de cette diminution des tarifs. Mais motus, chacun garde le secret de sa stratégie commerciale. L'enjeu est de taille, 1,5 million d'ordinateurs vendus en France l'année dernière. Une chose est sûre, entre les grands constructeurs, on ne se fera aucun cadeau, le consommateur s'en réjouit. S'en réjouira. En Corse, les incendies sont à peu près tous maîtrisés. Il y a eu 27 départs de feu hier. Un pompier bénévole a été tué par la chute de produits retardants largués par un Canadair. Reportage en Corse de nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Cécile Remling. Les trackers sont des avions bombardiers d'eau. Hier, c'est l'un d'entre eux qui a largué 3,5 tonnes de retardant sur un feu près de Calvi. Au sol, un jeune bénévole de 23 ans, volontaire pour lutter contre les feux, sans radio, est mort écrasé par le largage. Un accident rarissime. Quand je suis arrivé, moi, il n'y avait que moi sur les lieux. C'est moi qui ai dirigé le tir des avions. Par radio? Par radio, oui. Et vous leur avez demandé de larguer ici? Je leur ai demandé de larguer dans la partie nord, dans la progression du feu. En fait, André n'était pas seul sur le feu. Dans la partie nord se trouvait un groupe de bénévoles de la commune. Et c'est à quel moment que vous vous êtes rendu compte que des jeunes travaillaient à l'endroit où les avions larguaient? Mais on ne le savait pas, justement. Nous n'avons aucun contact radio avec eux. Avec les jeunes? Avec les CPI, nous n'avons aucun contact radio. Ça fait que nous ignorons où c'est qui se trouve, où c'est qui ne se trouve pas. Au village de Nessa aujourd'hui, le deuil et la consternation. C'est criminel. D'ailleurs, nous en avons les preuves. C'est criminel. Et malheureusement, c'est un jeune de notre village qui paye. Depuis des années, le feu dans la commune éclate au même endroit. Auteur soupçonné mais jamais interpellé, faute de preuves, les éleveurs. Au domicile du jeune bénévole, ses amis, sa famille, la douleur et la colère. Il y a une bande d'assassins qui foutent le feu et puis après c'est tout. C'est pas des postes de garde avec des pompiers qu'il faut, c'est avec des fusils à lunettes, des tireurs d'élite. Là peut-être ça s'arrêterait un jour. Les obsèques auront lieu demain. La Haute-Corse a déjà connu 441 mises à feu depuis le début de l'année. Une page médecine maintenant avec une prouesse spectaculaire de la génétique, mais le plus naturellement du monde. 2 jumeaux sont nés il y a 3 mois à Londres. Le petit garçon est noir, comme son papa, et la petite fille est blanche et blonde, comme sa maman. Patricia Charnelet.
Mystère et malice de la génétique. Louise, la petite fille, est blanche comme sa maman. Rhys, le petit garçon, est noir comme son papa. Une telle disparité chez des jumeaux est très rare, mais il s'agit de faux jumeaux et cela, selon les spécialistes, explique en partie le phénomène. La plus probable, c'est qu'il s'agit en réalité de faux jumeaux, et donc 2 ovules ont été fécondés par 2 spermatozoïdes différents, tout simplement. Donc, ils sont aussi différents que ne le serait un frère et une sœur. Exactement. Les parents se disent aujourd'hui, l'un et l'autre, très heureux, même s'ils avouent leur surprise au moment de la double naissance et surtout leur difficulté à faire admettre ces différences dans leur famille. En tout cas, comme tant d'autres, ils sont malgré tout convaincus d'avoir fait les plus beaux bébés du monde. Les viticulteurs semblent, eux, assez optimistes pour les vendanges 94. Elles auront sans doute lieu un peu plus tôt que prévu et précisément tout le problème est de ne pas commencer trop tôt ou trop tard. Reportage dans la Drôme de Françoise Vallée. Chaque semaine depuis le mois de mai, la même personne passe dans la même vigne à la même heure de la journée. La rigueur s'impose, il s'agit de surveiller l'évolution de la maturité du raisin. Nous allons prélever ainsi au fur et à mesure 200 grains sur l'ensemble de cette parcelle. Retour au laboratoire pour l'analyse du jus de raisin. Ça se base sur l'acidité et sur le sucre. Il faut arriver à un compromis entre une bonne acidité encore restante et un bon degré de sucre. Donc on a 5,14 d'acidité totale. Et encore bon, le raisin n'est pas tout à fait mûr. Il faut descendre jusqu'à 3,5. On suit ainsi, pas à pas, l'évolution de tous les cépages de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, le raisin n'est pas encore mûr, mais les viticulteurs savent qu'il est en avance de 10 voire 15 jours par rapport aux autres années. Réunion précoce entre les résultats des scientifiques et le bon sens des vignerons, il s'agit maintenant de s'entendre sur les dates des vendanges. Il y a plusieurs dates de vendange parce qu'on ne vendange pas à la même date dans les côtes-rôties que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le Rhône et dans le Vaucluse. Mais toutes ces dates sont fixées. Entre le 1er et le 10 septembre, suivant les cépages. Si d'ici là la pluie ne s'en mêle pas, le millésime 94 est prometteur. Nous avons eu d'abord au mois de juin un petit coup de froid, un peu moins de récolte. À partir de ce moment-là, il y a un petit peu moins de raisins, mais ces raisins ils sont mieux nourris. Et puis nous avons eu la chaleur, nous avons eu l'eau, nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour faire un très grand millésime, et cela sur l'ensemble des appellations d'origine contrôlée française. Les viticulteurs auront du beau raisin, il ne leur reste plus qu'à faire du bon vin. Beaucoup plus énigmatique, la découverte au Vietnam d'un animal qui serait une nouvelle espèce de mammifère, un animal qui ressemble, vous allez le voir, à quelque chose entre la biche et la chèvre. Erad Feist. Ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas une antilope, c'est le saola, ou plutôt le bébé saola. Vous ne le connaissez pas encore et c'est bien normal. Les scientifiques ont découvert son existence il y a 2 mois seulement. Ce drôle de mammifère vit pourtant depuis longtemps déjà derrière ces collines, loin de toute civilisation, dans la forêt tropicale vietnamienne, à la frontière du Laos. Une région reculée où aucun chercheur n'avait mis les pieds depuis 40 ans. Et pour cause, partir à la recherche du saola, c'est toute une aventure. Les scientifiques ont tout de même réussi à capturer un mâle et une femelle, un couple qu'ils étudient de près. Ni ovin ni bovin, le saola appartiendrait à un nouveau genre de mammifère. Inconnu de tous, enfin pas tout à fait, les quelques habitants de la forêt connaissent depuis belle lurette le saola. Ils l'ont beaucoup chassé pour le manger et aussi pour bien d'autres usages. Mais cette époque est désormais révolue, le saola, comme toutes les espèces rares, sera protégé. En sport, on connaît les adversaires des clubs français en Coupe d'Europe. Auxerre contre les Croates de Zagreb dans la Coupe des vainqueurs de Coupe et 4 rencontres en Coupe de l'UEFA, la plus difficile sans doute pour l'Olympique de Marseille contre les Grecs du Pirée. Les matchs aller et retour auront lieu les 15 et 29 septembre prochains. Le Paris Saint-Germain jouera en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et puis aux essais du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps en Belgique, la vedette de la journée a été la pluie. Et sous la pluie, c'est un Brésilien qui a tiré son épingle du jeu. Reportage de nos envoyés spéciaux Lionel Chamoulot et Jean Cornu.
Et la visibilité du pilote lorsqu'il pleut, pas évident. Le premier à s'élancer, c'est Olivier Panis, à Ligier, devant le panache d'eau. Pour la première fois, l'espoir français de la Formule 1 est confronté à ce genre de situation. J'ai jamais fait beaucoup d'essais sous la pluie, donc je voulais vraiment avoir une sensation. Si demain il repleut et si la course est sous la pluie, il faut être très méfiant avec les freins, avec l'accélérateur. Donc ça surprend un peu, mais je crois que c'est pareil, il faut de l'expérience pour rouler sous la pluie. Et bon, là il m'en manque un peu, mais bon, ça va venir. Mais sous la pluie, même les pilotes chevronnés se font surprendre. C'est ici le cas de Gerhard Berger. En fait, même si tous, ou presque, ont déjà piloté dans ces conditions, c'est une première depuis la nouvelle réglementation. Pour diminuer les performances des voitures, les appuis sont différents, ainsi que le fond plat. Pour raison de sécurité, cet élément en permalite, un bois des îles, a été rajouté. La voiture est ainsi plus haute de 1 cm. Dans le passé, le plus gros problème de la pluie, c'était l'aquaplaning par le fond plat. Là, vu qu'on a une semelle en bois de 15 cm de largeur, la voiture est un peu plus stable, mais ça reste quand même un peu délicat. Autre atout pour rester sur la piste, les pneumatiques. Sous la pluie, ce sont bien sûr les pneus sculptés qui sont chaussés. Travail supplémentaire pour le fournisseur qui a amené 15 de son gomme en Belgique. Mais possibilité de choix pour les écuries. En passant des pneus sculptés aux pneus lisses, beaucoup plus adhérents, le rusé brésilien Ruben Barrichello réussit le meilleur temps en toute fin de séance d'essai en roulant sur la partie asséchée de la piste avec ses pneus lisses. Chapeau, il fallait le faire, mais les Schumacher, Hill ou Alesi n'ont guère apprécié. Avant de terminer ce journal, place à une musique que nous ne vous donnons pas très souvent l'occasion d'écouter. Le festival de la Chaise-Dieu en Haute-Loire est le royaume de la musique sacrée ou de la musique baroque. Cette année, un opéra biblique a été exceptionnellement créé. L'une de ses vedettes, et c'est une très agréable surprise, n'est autre que l'actrice Ariel Dombal. Reportage de Louis Carzou et Pascal Ponce. Perchée sur son sommet, tel un caprice de Castra, la Chaise-Dieu se transforme une fois l'an en lieu de culte pour tous les adorateurs de musique sacrée. Le temps du festival, le village voit sa population, quelques centaines d'âmes, multipliée par 10. Un miracle qui fait la fierté des habitants. Je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez du festival là. Le festival, je pense que c'est une bonne chose pour la Chaise-Dieu. Ça change de musique et c'est un moyen de relaxation, je pense. De la relaxation pour le public peut-être, mais sûrement pas pour le chef italien Sergio Bartolo ni pour Ariel Dombal, qui se sont lancés dans la création mondiale d'Absalom, un opéra d'église de Colonna, écrit en 1684, une œuvre baroque aux airs de défi. Ça me fait très peur, oui, bien sûr, parce qu'il faut d'abord, n'est-ce pas, déclamer tout un récitatif de cet opéra biblique, et ensuite il y a tous ces airs, et en latin et en italien ancien, qui sont donc écrits par Colonna, et c'est très difficile. Une grâce qui transcende la difficulté de l'œuvre, qui n'a besoin ni de micro ni d'artifice, juste d'applaudissements. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo de Laurent Romeshko qui nous annonce beaucoup de soleil pour le week-end à venir. Puis un point route avec Valérie Maurice pour les derniers retours de vacances. Vers 20h50, Arnaque au soleil avec Timothy Dalton. Puis les meilleurs moments des francopholies de La Rochelle. Et vers 23h55, le dernier journal qui vous sera présenté ce soir par Jérôme Catala. Je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.